Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique. Ce soir, je reçois Rodi Tolassi, qui est le délégué départemental du Rassemblement national. Rodi Tolassi, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Voilà donc, il y a eu ces élections législatives qui ont fait couler beaucoup d'encre, Rodi Tolassi. Alors, est-ce que vous vous êtes attelé à savoir quelle était votre force aujourd'hui? Est-ce que vous pesez en Guadeloupe aujourd'hui ou est-ce que vous êtes dit, les élections sont passées, bon, pour l'instant, je continue mon petit bonhomme de chemin, on verra ensuite. Ou est-ce que ça vous a intéressé de savoir aujourd'hui, qu'est-ce que vous pesez en Guadeloupe? Non, je sais qu'est-ce que je pèse. Les élections, c'est le moment où vous connaissez réellement votre électorat et votre force. Pour un homme qui était seul, on va dire seul, qui n'avait pas d'élu avec lui, ni de maire, ni de président de région, département ou autre, je fais un score qui est énorme. Plus de 11 000 voix, j'étais à 48%. Donc, il me manquait à peine 1000 et quelques voix pour gagner ces élections. Et donc, j'avais une adversité forte contre moi. Et donc, je sais pertinemment que aujourd'hui, je fais peur, plus que peur à la classe politique actuelle, du moins les élus, qui sont en place d'ailleurs. Pourquoi peur? Ils ont peur parce que, en réalité, c'est le même petit monde. On a vu, ils étaient tous en train de critiquer Max Mathiasen lors du premier tour, et après, ils se sont tous mis ensemble comme si c'était le meilleur. Donc, on sait très bien, oui, ils ont peur de cette nouvelle classe politique, de cette émergence qui est en train d'arriver en Guadeloupe, de ces jeunes qui veulent s'engager, qui veulent faire bouger les choses dans le territoire de la Guadeloupe, parce que ça fait un moment que les mêmes problématiques sont là et qu'elles ne sont pas réglées. Ça fait un moment qu'on nous berne, qu'on nous couillonne, qu'on nous trompe, qu'on nous ment. Et donc, je crois qu'il est temps aujourd'hui que chaque jeune, chaque personne qui souhaite réellement changer les choses puisse s'engager et s'engager fortement de manière continue lors de ces élections, mais aussi dans la vie de tous les jours. Donc les élus ont peur du Rassemblement national ou de Rodi Tolassi? Je pense que c'est des deux, parce qu'ils ne s'attendaient pas non plus à avoir un tel score lors du second tour de la présidentielle. Mais ils ont aussi, je pense qu'il y a aussi, il ne faut pas nier, je ne me jette pas de fleurs, mais il ne faut pas nier non plus l'implication que j'ai. Je suis une personne assez particulière, hein. J'ai un parcours particulier, je suis un homme du peuple, du terrain. Je suis quelqu'un qui va vers les gens, qui est très bien connu, qui n'a aucune problématique de contact avec l'humain. Et donc, ça gêne énormément. Je ne suis pas un simple homme politique qui sort... Quel est ce parcours particulier dont vous parlez? Mais le parcours particulier, c'est que je suis un enfant du peuple, c'est tout. Je suis un enfant qui a grandi dans un milieu, je ne dirais pas défavorisé, mais dans un milieu populaire. J'ai grandi avec, je dirais pas dans la rue, mais je l'ai côtoyé, je connais qu'est-ce que c'est la rue. Donc c'est ce milieu-là, je sors de ce milieu, donc je suis particulièrement connu, particulièrement apprécié par la population. Partout où je passe, on voit ma façon de faire, hein. Je suis quelqu'un, je peux jouer au domino, je peux très bien mettre une belle cravate, une belle veste et venir sur un plateau, mais aussi jouer au domino, aller dans telle et telle manifestation purement locale et culturelle. Mais il y a beaucoup d'élus qui jouent au domino, qui dansent avec la population lors des fêtes de communes. Oui, souvent, foot, oui, mais souvent lors des campagnes électorales. Mais moi, je le fais depuis toujours. C'est ça ma différence. Je suis comme ça. Je ne le joue pas. Je ne fais pas la comédie. Je suis comme ça. Je joue au foot. J'ai toujours aimé ça, hein. J'ai repris le foot il n'y a pas si longtemps, hein, mais j'ai repris une licence parce que j'aime ça. Et je suis un jeune qui aime le foot. Et donc, je me suis inscrit. J'aime les chanter Noël. J'aime tout ça, en fait. Et donc, en dehors de la campagne politique, en dehors de la campagne électorale, je suis tout le temps cet homme-là. Alors, est-ce que lorsqu'on fait de la politique, on n'a pas une seconde peau qui fait que dans tout ce qu'on fait, on essaye quand même de se mettre un électorat et d'avoir un électorat et puis de le mettre en temps voulu à profit? J'essaie de rester le plus que possible moi-même.
J'essaie le plus que possible de rester moi-même. Et je crois que c'est ce qui fait ma force, en fait. C'est cette particularité. C'est d'où je dis pourquoi les élus de la Guadeloupe ont un peu peur, parce que il n'y a pas d'hommes politiques aujourd'hui qui ont cette capacité à attirer, à être aimés par la population. Et j'ai découvert que lors de cette campagne législative, j'ai découvert réellement un amour de la population par rapport à ma personne, pas seulement à la politique que je souhaite mener et les solutions que je propose, mais aussi ma façon de faire et d'être au quotidien. Ouais. Donc vous allez vers les gens, vous avez ce petit plus, vous savez séduire, enfin bref, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'on voit les élus dans la rue lors des campagnes électorales aussi. Mais vous les voyez lors des campagnes électorales, c'est ça la différence. C'est comme je vous dis, moi je le fais tous les jours. C'est toute la différence. Je le fais tous les jours. C'est ma nature. Je ne le fais pas lors des campagnes. C'est ma nature. C'est comme ça que je suis. Je vais vers les gens. Je discute. Je prends le temps de discuter. J'aime bien discuter avec les gens. J'aime bien apprendre, communiquer des gens, peu importe la personne. Et donc, en dehors des campagnes, je ne vais pas vers la population ou le bas-peuple, comme on aime dire, lors des campagnes. J'y suis. Est-ce que vous échangez, alors vous étiez dans l'arène politique, vous avez fait un score, vous l'avez dit vous-même, qui était honorable. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous positionnez en tant que porteur de message? Est-ce que vous vous positionnez en tant que porteur d'idées ou d'actions? Comment êtes-vous aujourd'hui? Je me suis toujours positionné en tant que porteur d'idées. Voilà. J'ai toujours amené des solutions dans le débat public, pas que la critique, mais les solutions, quel que soit le domaine, hein, sur l'eau, sur le chlordécone, sur les algues sargasses, sur le chômage, sur l'autosuffisance alimentaire. Dans tous les domaines, j'essaye non seulement de formuler la critique, mais aussi de formuler la solution qui me paraît le plus adéquat. Et aussi, c'est grâce à ce contact particulier que j'ai avec la population, que ce soit les agriculteurs, les pêcheurs, peu importe le domaine, j'essaie de prendre, de comprendre, d'apprendre et donc de trouver les solutions avec ces gens-là pour les mettre sur la table. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes bien reçu par les élus? Est-ce que vous avez cherché à les rencontrer, à essayer de parler des idées, hein? Ou est-ce que vous êtes bien en marge de tout cela et que vous avez l'impression de ne pas être vraiment intégré dans ce milieu politique? Je ne souhaite pas être intégré dans ce milieu politique, je souhaite les remplacer, Mme Boissé. Je les remplacer, carrément. Mais oui. Bon, on le voit, regardez la situation de la Guadeloupe. Pour me des exemples, regardez le système de transport. Il est quasiment à l'arrêt, il est mort. Ils ont commencé un bus des mers, il est où? Et en même temps, ils font l'appel de Fort-de-France et ils veulent plus de pouvoir, plus de domiciliation de pouvoir, etc. Ils n'arrivent même pas à ramasser quelques encombrants. L'année dernière, il y a 1 an, ils ont créé le SMGEA, je ne sais plus quoi. J'y croyais pas trop, hein. 1 an, on nous disait que ça aurait réglé tous les problèmes. On n'a jamais eu autant de coupures d'eau. Jamais. Ça n'a pas réglé le problème. C'est encore pire. Ces gens-là trompent la population. Est-ce que c'est encore pire? Mais encore plus de coupures d'eau. Je prends ma commune Sainte-Rose. On n'a jamais eu des tours d'eau aussi importants. Il y a des secteurs où vous avez 3 fois par semaine des coupures de 24 heures. Jamais, ça n'arrivait pas quand c'était la Régie des eaux. À Sainte-Rose, vous dites? Oui, ça n'arrivait pas quand c'était la Régie des eaux de Sainte-Rose. Maintenant, c'est le quotidien de bon nombre d'une partie de nos concitoyens de Sainte-Rose. Bien. Alors maintenant, quelle est votre actualité? L'actualité, elle est diverse. Elle est celle d'accompagner les députés qui sont... Il y a quand même 89, on reste la deuxième force à l'Assemblée nationale. Donc, c'est pouvoir proposer, en fonction du débat qu'il y a à l'hémicycle, des solutions pour la Guadeloupe. Donc, faire entendre la voix de la Guadeloupe, même si je ne suis pas élu, porter les solutions de la Guadeloupe pour que le quotidien de nos compatriotes puisse s'améliorer. Le fait de ne pas être élu, est-ce que vous êtes encore écouté? J'ai toujours été écouté. J'ai toujours été écouté par le Rassemblement national. Et d'ailleurs, c'est ce que j'apprécie en eux. J'ai toujours été non seulement écouté, mais ils font aussi ce que je leur demande. Ah sur oui? pas mal de sujets, mais oui. Sur pas mal de sujets, ils font ce que je leur demande. Vous êtes une référence en la matière? Je ne suis pas juste une référence. On travaille de concert, on travaille ensemble. C'est une équipe.
Donc, on fait les choses bien, on fait les choses comme une équipe, une grande famille. Ça peut étonner certains, mais ça fonctionne chez nous très bien. Ça fonctionne chez vous, donc on poursuit sur votre actualité au-delà. Oui, au-delà, je crois que nous devons nous préparer aux prochaines échéances, ne pas arrêter la campagne. Moi, je n'ai jamais arrêté d'être sur le terrain parce que c'est ma nature, mais aussi que je sais que demain, on peut avoir une dissolution, on peut retourner aux urnes très rapidement. Je sais très bien aussi qu'il y a à construire parce que les premières forces politiques locales de la Guadeloupe sont en train de tomber. Le PS n'existe quasiment plus. Il leur reste quelques maires. Le GUSR qui avait... Monsieur Olivier Nicolas sera content d'entendre cela. Oui, mais il le sait très bien. Il sait très bien qu'il est sur la fin. Et le GUSR... Là, il vient juste de commencer, monsieur Olivier Nicolas. Oui, mais c'est le PS qui est en train de mourir, pas monsieur Nicolas. C'est le mouvement politique qui est en train de mourir. Je crois que le GUSR est sur la fin aussi. Pourquoi ils sont sur la fin parce qu'ils n'ont pas de députés. Vous avez pu le remarquer. Ils se sont tellement acharnés. Et c'est là où, en quelque sorte, je les ai eus. C'est qu'ils se sont tellement acharnés à faire en sorte que je ne sois pas élu qu'ils ont perdu Justine Bénin, parce qu'ils n'ont pas apporté de soutien à Justine Bénin effectif. Ils étaient sur le terrain contre moi. M. Chalus était sur le terrain sous la pluie, sous le soleil, à ses gosiers, à Calvaire et dans les rues de Bémao. Voyez à quel point... Et vous mettez M. Servat où alors? M. Servat, personne ne sait où il est. Un coup, il est pas au GUSR? Il est GUSR, mais il n'est pas élu député GUSR. Hein. Bon. Ça, c'est un cas particulier, ni En Marche, mais enfin, ça, c'est un cas particulier. Il était présent lors de la convention du GUSR. Oui, mais ça, bon, j'ai pas envie de lui faire une critique particulière. Je laisse les gens qui ont voté pour lui juger de ce qu'il fait. Voilà. Je trouve ça assez absurde de continuer de nous dire qu'il n'est pas En Marche et de continuer avec le GUSR qui est en fait... le mouvement, en fait, le vaisseau amiral en Guadeloupe d'En Marche et d'Emmanuel Macron. Donc, je laisse la population juger. Nous, ce qui est dans notre optique, c'est de pouvoir réellement avoir une grosse implantation locale. Je fais une annonce ce soir, je me permets de le faire. Nous sommes en train de mettre en place un mouvement politique local avec mes collègues, avec mes amis, avec les gens qui m'entourent, pour justement avoir ce mouvement politique fort qui saura remplacer ceux qui sont en train de tomber aujourd'hui. Et alors, je suis confiant dans ce que je vous dis ce soir, c'est que le GUSR est sur sa fin. Et nous l'avons vu lors de ces élections législatives. C'est encore aujourd'hui le parti fort. C'est le parti fort, mais ils sont sur la fin. Vous savez, la plupart des empires sont déjà en train de tomber au moment où ils sont au sommet. Ils ne le savent même pas. C'est ce qui est en train de se passer. Ce qui se passe actuellement avec le GUSR. Ils n'ont pas de députés. Ils n'ont aucune force à l'Assemblée nationale. Et aux prochaines échéances, je crois aussi qu'ils vont perdre beaucoup. En fait, vous essayez de nous dire, si je peux me permettre de prendre cette image, que vous êtes le David et le GUSR Goliath et vous avez une fronde et comme ça, vous allez arriver à faire tomber le bastion GUSR avec votre petite pierre. On est un geste pomme. J'ai pas de fronde. Oui, c'est possible. Je le sais, je suis totalement confiant. Ces gens-là ne sont pas appréciés par la population. Ils ont des grosses équipes je les observe, ils ont des grosses équipes de communication et ils ne sont pas populaires comme je peux l'être ou comme peut être quelqu'un d'autre. Ils ne le sont pas du tout. Je prends des exemples bêtes, mais on ne s'en rend pas compte. Quand ils font une publication sur Facebook en leur nom propre, ils ont très peu de j'aime ou de partage ou de quoi que ce soit. Ils ne sont pas suivis, ils ne sont pas adulés, ils ne sont pas aimés par la population. Et en termes de solutions pour la Guadeloupe, ils n'apportent rien sur les solutions de la Guadeloupe. Qu'est-ce qui a changé en Guadeloupe aujourd'hui ? Je veux bien qu'ils demandent plus de pouvoir, mais ils en ont suffisamment. Aujourd'hui, à Pointe-à-Pitre et aux Abîmes, deux gouttes de pluie, on est déjà dans les inondations. C'est pourtant une compétence locale. Sur le ramassage des déchets, la gestion des déchets, c'est une compétence locale. Nous sommes très en retard. Nous ne faisons pas de tri, réellement. Nous ne faisons pas de revalorisation des déchets. Sur la question de l'autonomie alimentaire, j'entends le président du département parler d'autonomie alimentaire et d'autonomie énergétique. Sur quel plan ? Quelle structuration des filières qu'il met en place? Quelle usine pour traiter les denrées alimentaires en surplus ou en manque?
qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il met en place? Quel est le schéma? Quelle est la programmation qu'il met en place pour faire tout ça? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des mots, c'est bien de dire oui, on veut faire l'autosuffisance alimentaire, l'autonomie alimentaire. Mais en faisant quoi? Comment? Et c'est là où j'ai un problème avec eux, c'est que ces gens-là, ils veulent l'autonomie, mais ils n'ont aucun projet politique, économique, structuré pour développer la Guadeloupe. Ils n'ont qu'un seul mot à la bouche, donnez-nous du pouvoir. Je ne sais pourquoi faire, mais si ces gens-là, demain, et la Guadeloupe leur donne la faveur de leur donner plus de pouvoir, nous signons l'arrêt de mort de la Guadeloupe. Je suis sincère sur ce point-là. Nous voyons comment fonctionnent déjà ces élus avec le si peu de pouvoir qu'ils ont. Si demain on leur donne plus, ça n'ira pas du tout, parce qu'ils n'ont pas de projet pour la Guadeloupe. Alors est-ce que, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de pouvoir, ils ne peuvent pas agir, ils sont pieds et mains liés, ou est-ce que vous dites, de toute façon, il y a suffisamment de pouvoir aujourd'hui pour agir? Mais il n'y a pas de frein? Mais il y a suffisamment de pouvoir pour agir. Quels sont les freins? Ils ont les compétences. Je prends le domaine du transport. Il y a une situation, des situations qui m'interpellent. Lorsqu'un jeune homme de 14 ans se lève à 4 heures du matin pour prendre un transport d'élève à 5 heures pour sortir à Sainte-Rose pour aller au lycée du Lamentin, ça me pose problème. Où est le schéma de développement sur l'aménagement du territoire, sur les axes routiers? Où sont les voies de bus réservées? Où se trouve la déviation de la Boucan? À chaque fois qu'il y a une campagne électorale, ils vont gratter un peu de tuf à Jola pour couillonner encore la population et nous faire croire qu'ils font quoi? Ils ont les compétences pour faire et ils ne font pas parce qu'ils ne pensent pas. Et j'aime bien un slogan qu'ils développent, et je crois que c'est le GUSR qui développe ce slogan. Ils disent « Penser Guadeloupe et agir Guadeloupe ». Je voudrais un jour qu'ils puissent vraiment renommer leur slogan par « Penser Macron et agir Macron » parce qu'ils font exactement comme lui, et même pire que lui. Alors justement... quasiment tous ceux qui s'expriment sur le sujet, aussi les intellectuels de la Guadeloupe, tous sont unanimes pour dire quand même qu'il faut plus de pouvoir dans certains domaines pour agir. Alors maintenant, j'aimerais revenir, et on va cheminer tout à l'heure ensemble là-dessus. Vous avez dit que vous lancez un appel, vous êtes en train de structurer ou restructurer le Rassemblement national en Guadeloupe? Non, je ne restructure pas le Rassemblement national, il est déjà structuré. Le Rassemblement national, c'est un mouvement, un parti politique qui fonctionne très bien. On a déjà gagné les élections ici en Guadeloupe. N'en déplaise à certains, on a gagné les européennes. J'ai été au second tour des législatives. On a fait 70% lors des présidentielles. C'est un mouvement qui fonctionne bien. Aujourd'hui, je crois qu'il faut aller voir plus loin, plus large, et avec mes collègues, créer un mouvement politique local qui nous permettra de ratisser beaucoup plus large et d'aller vers une implantation locale forte. Et ce mouvement politique va s'appeler comment alors? C'est des choses que nous allons décider ensemble. Nous avons le temps de constituer et d'en discuter sur le nom, mais bon, chacun a son idée, je pense, mais nous en avons déjà discuté avec notamment les anciens candidats des législatives, certains cadres qui m'accompagnent aussi tous les jours. Et donc, nous mettrons ça en place et vous serez bien sûr les premiers informés. Alors, je me suis laissé dire qu'il n'y a pas tant de cohésion que cela au sein du Rassemblement national local, notamment avec les candidats qui étaient présents sur les dernières élections législatives. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire la vérité là-dessus? Est-ce qu'il y en a qui se sont éloignés, qui ne sont plus actifs? Est-ce que... comment ça se passe? Et en vérité, de toute façon. Vous m'apprenez une nouvelle, là. Pour moi, tout se passe bien. Non, ça se passe bien. Vous savez, la politique, c'est assez particulier. C'est assez particulier. Il est vrai que vous pouvez avoir des hauts et des bas, mais en tant que chef de parti, votre mission, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse s'entendre et que votre orchestre puisse jouer la musique et la partition de la meilleure façon possible. Et donc, c'est ce que je m'attelle à faire, c'est de faire vivre ce mouvement depuis 2018, fin 2018. Nous avons déjà bataillé, nous avons eu des hauts et des bas. Nous avons permis d'avoir une députée européenne, bon, bref. Qui n'est plus. Bon. Ce sont des choses qui arrivent. On ne peut
peut pas gérer ça, mais c'est grâce à une fédération forte que nous avons pu avoir une députée européenne. C'est grâce à une fédération forte que nous faisons le meilleur score région et département confondus au second tour de la présidentielle. Hein. Ce n'est pas anodin, donc c'est qu'on fonctionne très bien. C'est vrai que vous pouvez avoir des éléments qui ne sont pas satisfaits, sont pas tout à fait satisfaits, mais on n'a qu'à regarder les résultats. Donc tous ceux qui étaient avec vous pour ces dernières législatives le sont encore et surtout agissent. Alors pour répondre mieux encore à votre question, tous ceux en qui j'ai pleinement confiance sont encore là. Ça veut dire quoi, ça? C'est un peu beauté en touche, c'est trop facile. Non, c'est pas beauté en touche. C'est vous dire qu'il y a une confiance entre chaque élément du Rassemblement national. Nous fonctionnons ensemble. Donc les ensemble. 4, en fait, même pas les 8. Les 3. Oui, ils sont encore là. Oui, ils sont là, oui. D'accord. Maintenant, vous voulez ratisser large, que vous puisez où? Vous voulez puiser où? Chez les jeunes? Chez les moins jeunes? Qu'est-ce que vous recherchez exactement, puisque vous êtes en période de recrutement? Non, ratisser large, oui, mais pas forcément des jeunes, ni des moins jeunes, ni des seniors. On ratisse tout le monde. On veut de tout le monde. On n'écarte personne. La Guadeloupe est composée de jeunes, de moins jeunes. Je me rappelle une fois sur ce plateau, vous avez dit oui, mais il faut laisser la place aux jeunes. Il faut, les élus qui sont là, il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils laissent les jeunes s'exprimer. Il faut. Alors, comment est-ce que maintenant, les personnes de certain âge, les seniors et tout ça, comment est-ce que vous pensez pouvoir leur dire venez avec nous pour nous donner la force? Mais en l'occurrence, quand je disais ça, c'était sur le plan électoral. Je crois qu'il faut, à un certain âge, je crois qu'il est plus sage de transmettre. Quel âge? Comment avez-vous? Où est Mais ça dépend de votre force, de votre capacité. Il y a des gens qui n'en peuvent plus. Il y a des gens qui sont malades. Comme qui? Non, je n'ai pas donné d'exemple. Je ne suis pas là pour dénoncer des gens. Des gens qui n'en peuvent plus et qui sont malades. Oui, il y a des gens qui sont malades, qui ont des problèmes de santé et qui continuent. Ils continuent à aller aux élections. Et ils continuent à briguer des mandats alors qu'ils ne peuvent pas. Ils ont des problèmes de santé. Et donc, ils devraient justement transmettre. Il est important de transmettre. Et je connais des hommes politiques en Guadeloupe qui ont énormément de talent, mais je pense qu'ils n'ont pas transmis. Ils n'ont pas transmis. D'ailleurs, on le voit, ils n'ont pas de relève. Ils n'ont pas de relève. Donnez-nous un exemple d'homme politique qui n'a pas transmis. Je vais peut-être fâcher un ami, mais je pense que quelqu'un qui est éminemment brillant comme José Toribio, il aurait dû passer le pouvoir, passer le flambeau, former un jeune, qu'on puisse le voir pour transmettre. Je pense que c'est important, alors qu'ils le prennent pas mal, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'il a... Vous l'avez rencontré? Oui, les hommes politiques brillants, je les rencontre, oui. Et il en fait partie. Je n'ai aucun problème avec les gens. Je les rencontre, on discute, mais sur certains points, il y a certains, oui, que je n'apprécie pas. Leur façon de faire, leur façon de diriger la Guadeloupe, leurs décisions qu'ils prennent. Et vous avez parlé de plus de pouvoir, et etc. On peut prendre un exemple. Je n'aime pas quand la région, les prix du carburant augmentent, qu'ils ne résignent pas sur une partie des taxations, parce que c'est la région qui taxe le plus le carburant, c'est pas l'État, c'est la région qui a le plus de taxes sur le carburant, donc ils peuvent baisser. Lorsque le brut augmente, votre taxe au final... Oui, c'est à quoi tout cela sert? Alors, dans une période oui, mais Madame Boissé, quand le brut augmente, vous gagnez plus. Donc, vous pouvez très bien baisser un peu sur ce que vous gagnez. Vous n'êtes pas perdant en réalité. Quand le brut augmente, vous n'êtes pas perdant si vous baissez. Je vais prendre un autre exemple parce qu'on parle souvent d'autosuffisance alimentaire, autonomie alimentaire, etc. Aucune collectivité locale ne souhaite l'autonomie. Et je vous explique pourquoi. Parce que l'octroi de mer... quelle autonomie? Peu importe, alimentaire ou autre. Okay. Oui. Les collectivités locales sont financées par l'importation. Elles sont financées par l'importation et c'est pour ça qu'on paye l'octroi de mer sur la plupart des produits qui rentrent en Guadeloupe. Plus il y a d'importation, plus il y a d'octroi de mer, plus ça finance les collectivités locales. Donc c'est pour ça que je vous dis que ces gens-là, ils aiment bien tromper la population. On espère avoir un discours de vérité, de réalité pour justement
montrer à la population qu'ils sont en train de vous tromper. Et notamment sur la question de débat-là, l'autonomie. il faudrait peut-être dire aux gens à quoi servent de toute façon toutes les taxes, etc., à quoi ça sert. Et peut-être que cette population comprendra mieux le pourquoi des choses, faire un petit peu plus de pédagogie. Mais j'aimerais justement arriver, vous avez parlé d'autonomie alimentaire, j'aimerais arriver avec vous sur ce débat institutionnel. Alors, qu'en pensez-vous? Comment vous positionnez-vous par rapport à cela? Je le répète depuis un certain temps, nous sommes pour le statu quo, tel qu'il est, département-région, parce que ça permet d'avoir un contre-pouvoir. Il y a suffisamment de compétences en Guadeloupe pour faire plusieurs domaines. On peut prendre l'éclairage public, on peut prendre l'eau, on peut prendre l'aménagement routier, on peut prendre le transport. Beaucoup de domaines, les déchets, traitement des déchets, etc. Beaucoup de domaines, nous avons les compétences, nous avons la possibilité de faire. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons les marges de manœuvre pour évoluer, pour faire en sorte que la Guadeloupe puisse se porter mieux. Donc, vous restez sur ce vote de 2003 en disant, nous, on veut de rien, on veut plus rien, on n'avance pas, on reste là. Je n'ai pas dit ça, parce qu'on peut toujours fonctionner dans le cadre de la différenciation aussi. Ce que ne disent pas nos élus, ils veulent plus de pouvoir, mais on peut aussi fonctionner avec la différenciation. Et donc, adapter les lois pour les départements d'outre-mer. Mais pour adapter, est-ce qu'il ne faut pas évoluer? Non, madame. Non, du tout. Pour adapter les lois? Non, on n'a pas besoin. Parce que quand vous évoluez, vous n'adaptez pas les lois. On vous donne les pouvoirs pour faire. Ce n'est pas pareil. Mais dans la configuration actuelle, avancer et adapter les lois, il ne faut pas évoluer pour vous. Je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Bien au contraire. Parce que je vous donne un exemple. Et il faut bien fonctionner avec des exemples. Je crois que c'est je ne me rappelle plus l'année où IOMA est passé à Saint-Martin. Et si on était dans le cas de figure de Saint-Martin tel quel, et bon, l'État a mis quand même la main à la poche, mais l'État n'avait pas à intervenir pour Saint-Martin. C'est pas au bon vouloir d'Emmanuel Macron, ça on peut lui donner ce mérite-là. Mais je crois que Saint-Martin, si ce n'était pas l'aide de l'État et l'État n'avait pas à intervenir, ils ne se seraient pas relevés tels qu'ils se sont relevés actuellement. Il ne faut pas dire que l'État n'avait pas à intervenir. Non, parce que quand on regarde la Polynésie, par exemple, quand on fait un choix, il faut regarde Saint-Barthélemy, par exemple, oui, où l'État s'est rendu à Saint-Barthélemy et l'État a dit voilà, nous allons vous aider dans ce cadre-là. Bien sûr, Saint-Barthélemy, le président avait dit à l'époque, écoutez, nous, on se débrouille. Si vous voulez nous aider, nous prenons, mais on se débrouille. Donc, on ne peut pas dire que l'État n'avait pas à intervenir au niveau de Saint-Martin. Mais par rapport au statut, hein, quand on regarde la Polynésie, quand on regarde tout ça, on peut pas dire que l'État, pourtant ce sont des territoires qui ont évolué, et l'État fait quand même pour ces territoires-là. Oui, sur les domaines, ne peut pas dire que l'État ne devait pas intervenir. Et sur le domaine régalien notamment. Et ça, c'est le devoir de l'État. La sécurité, l'éducation et la santé, ça reste des domaines régaliens, donc c'est à l'État de le faire. Mais sur bon nombre de domaines, et notamment l'aménagement, etc., ce n'est pas à l'État d'intervenir. Et donc, demain, je vous donne un exemple. Nous avons toutes les compétences pour l'eau, et qu'est-ce qui se passe? Si demain, moi, je vous dis, la solution sur laquelle nous nous sommes basés lors des présidentielles, c'était que l'État puisse reprendre la main sur la compétence de l'eau parce qu'ils ont les moyens nécessaires pour le faire. Si l'État ne reprend pas la main sur la question de l'eau, qui c'est qui va faire? Bon, nos élus vont continuer à nous expliquer que tout ira bien. Ça fait 1 an que le SMGEAEG, j'ai du mal à prononcer le nom tellement que ça me fait peur, mais ça fait 1 an qu'ils n'arrivent même pas à payer les salaires correctement, qu'ils sont au bord du gouffre. Quelle réparation qu'ils vont réussir à faire? Et donc il faut avoir un discours de vérité et de réalité. Nous faisons partie d'un ensemble, d'une nation. Nous pouvons fonctionner avec la nation, tout en faisant pour nous. Ça ne nous empêche pas de faire pour nous. Ça ne nous empêche pas de faire Guadeloupe. Ça ne nous empêche pas d'aménager notre territoire pour nous. Ça ne nous empêche pas d'avoir moins d'importation. Qu'est-ce qui vous fait peur dans l'évolution? Ne serait-ce qu'une petite, je dirais, évolution. Parce que vous dites, moi, c'est le statu quo. Donc, on ne bouge pas, on reste comme on est.
statu quo sur les institutions. Hein. Je ne dis pas qu'on ne bouge pas, on ne règle pas les problèmes de la Guadeloupe. Non, non, je suis bien On sur ce s'entend débat bien, hein. institutionnel. Voilà. Non, ce qui me fait peur, c'est la gestion des élus locaux telle qu'elle est actuellement. Ça, c'est un premier point. Mais aussi, on regarde la Guyane, la Martinique, on regarde la plupart des territoires qui sont à la 73-74, ça ne fonctionne pas. On prend Saint-Barthélemy parce que c'est un caprice de riche, mais Saint-Martin, ça ne fonctionne pas. Ils ont plus de chômage que nous, ils ont plus de précarité que nous. Nous, on veut aller encore plus loin. Ils veulent aller plus loin où? Mais ils veulent aller plus loin. Mais c'est quoi plus loin que la 74 Certains disent et nous voulons l'autonomie? carrément l'autonomie. Mais ces exemples-là, Alors, non, déjà, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, alors, est-ce qu'on peut dire que ce sont des élus irresponsables puisqu'ils voient que ça ne fonctionne pas ce qu'ils ont fait, ils disent oui, mais nous, on veut aller encore plus loin, donc ça fonctionnera encore moins. Est-ce qu'il ne faut pas se pencher sur la question et peut-être réfléchir, voir ce qu'il Je vais prendre des possible exemples de faire? bêtes. Je vais prendre des exemples très bêtes. Vous avez une personne qui a du mal à conduire une petite voiture qui a 4 chevaux, vous voulez lui donner une superbe voiture de course qui a 40 chevaux. Il ne va pas y arriver non plus. Il faut que nos élus démontrent qu'ils sont capables de gérer. En quoi faisant? Mais je vous ai donné des exemples. Sur le transport, ils ont les compétences pour le faire. Ils ne le font pas. Sur l'aménagement du territoire, ils ont les compétences pour le faire. Ils ne le font pas. Sur l'autonomie énergétique, ils ont des compétences avec les déchets pour gérer les déchets, produire du gaz, produire de l'énergie. Ils ne le font pas. Classés quand même. Nous sommes bien classés, mais il ne faut pas voir que nous sommes bien classés. Nous pouvons aller beaucoup plus loin. Nous pouvons le faire avec tous les déchets qui arrivent, les retraités, tout ce qui est matière organique, faire du gaz naturel avec, le revendre ou produire de l'électricité avec. Nous pouvons le faire. Je prends beaucoup d'exemples comme ça. Lorsque... Alors, vous prenez des exemples où ça ne fonctionne pas. Vous dites que ça ne fonctionne pas. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des exemples où ça fonctionne? Je vous mets au défi de m'en donner un. Non, non, je vous pose la question. Moi, je vous mets au défi de m'en donner un. Je vous pose la question, Allez, Rodito Lassi. C'est moi qui vous pose des questions. Là, je vous pose une question. Donc, dites-moi, il n'y a rien qui fonctionne. Donnez-moi un domaine où ça fonctionne, parce que à vous écouter, rien ne fonctionne. Donc, nous sommes vraiment en très, très grande difficulté. Non, je fais une généralité des choses, mais est-ce que vous pouvez trouver? Alors, on y va. Allez, je peux prendre un exemple. Je trouve magnifique que les routes soient réparées une fois par an lors du tour cycliste de la Guadeloupe. C'est magnifique, ça. Oui, et? Oui, c'est bien. Qu'est-ce que vous voulez leur donner comme bon point encore? Mais moi, je ne leur donne pas des bons points. Ouais, je vous pose la question. L'exemple de la MDPH, ça ne fonctionne pas, ça va très mal, ça prend beaucoup de temps pour traiter des dossiers, trop de temps pour des gens qui sont dans la détresse. Moi, ce n'est pas ma particularité de peindre un tableau en noir comme ça, mais c'est la réalité de la Guadeloupe. Pourquoi nos jeunes s'en vont? Parce que la Guadeloupe va mal. Pourquoi même nos moins jeunes s'en vont? Mais il y a des gens qui, à 40 ans, ils se disent, bon, je pars, je vais en métropole, parce que la situation est trop compliquée en Guadeloupe. Vous vous rendez compte? Ça va mieux, l'herbe est plus verte ailleurs. Mais qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Quand vous avez des collectivités territoriales qui étranglent nos compatriotes sous l'octroi de mer, qui étranglent nos compatriotes avec la taxe des carburants, qui étranglent nos compatriotes avec des factures d'eau exorbitantes, parce que nous sommes le territoire où nous avons le plus de ressources en eau, et nous produisons le plus d'eau potable sur le territoire, et nous taxons, nous sommes les plus chers sur le prix du mètre cube de l'eau. Nous sommes les plus chers sur l'assainissement, et pour autant, nous sommes les derniers de la classe, que ce soit dans la distribution de l'eau, que ce soit dans le traitement de l'assainissement. Alors, Rodito Lassi, vous nous avez dit un petit peu ce qui vous préoccupe au niveau de la Guadeloupe, ce qui ne va pas. Vous êtes fortement préoccupé. Vous y avez réfléchi, certainement. On peut prendre notre exemple encore, il y a quelque chose qui me tient à cœur quand même. Et ça, aucun élu n'en parle. C'est la violence qui se passe sur notre territoire. Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qu'on met en place depuis un certain nombre de temps? Alors justement, sur ce volet, puisque vous êtes un jeune, vous côtoyez les jeunes, vous l'avez dit, vous êtes dans la rue, vous y avez réfléchi. Et quand on est préoccupé, on réfléchit et on a
des solutions ou des ébauches de solutions. Alors, que proposez-vous, notamment dans ce domaine? Mais allez, vous allez donner un coup de pouce aux élus, puisque vous dites qu'ils ne font rien. Non, mais j'ai toujours... Non, moi, j'ai toujours mis mes solutions sur la table, et notamment lors de la campagne présidentielle, législative. Sur le domaine de la sécurité, vous savez, il y a un accès trop facile à la drogue pour nos jeunes aujourd'hui, que ce soit les drogues douces ou dures, depuis le plus jeune âge. Je crois que la surveillance des autorités territoriales est très importante, parce qu'on ne parle pas que d'immigration. Et il y a aussi l'immigration des pays anglais où des gens viennent faire ce qu'ils veulent dans notre territoire, ne font pas forcément ce genre d'actes chez eux, ils se permettent de le commettre chez nous. Ça aussi, il faut l'arrêter, mais surtout, en dehors de ces filières d'immigration, il y a toutes des filières de trafic qui se sont installées entre la Guadeloupe et d'autres pays en matière de drogue, d'armes aussi. Il y a des armes qu'on ne vend pas en armurerie en Guadeloupe et qu'on retrouve dans des saisies. Des armes de guerre, des mitraillettes qu'on a pu voir sur certaines vidéos aussi relativement choquantes. Et donc, c'est dans cet environnement-là qu'on évolue. Et donc, il faut mettre une certaine surveillance en Guadeloupe pour que nous puissions réellement contrôler ce qui se passe dans notre territoire. Je crois aussi que l'insertion de nos jeunes, il n'y a aucun jeune, pour la plupart, qui veut rester dans la rue, leur permettre d'avoir un vrai développement en Guadeloupe. C'est très important. La question de l'autonomie alimentaire, l'autosuffisance alimentaire, c'est très important de la développer parce que ça permet de créer de l'emploi. Ne pas seulement avoir que des mots, mais avoir un vrai plan de structuration des filières. C'est très important autour des usines d'agrotransformation, d'usines qui permettent de récupérer, de transformer, de conserver, de revendre avec une valeur ajoutée. Et donc de créer de l'emploi, de créer de la richesse, d'arrêter d'importer parce que l'importation aussi, ça fait fuir des capitaux. Et donc cet argent-là qui resterait, ces emplois-là qui seront créés, cette jeunesse-là qui trouve un emploi. Créer des usines, vous dites? Oui, c'est possible. Nous pouvons le faire. Je prends un exemple. Vous avez l'usine, c'est une petite usine, certes, mais vous prenez l'exemple de Cap Créole à Bouillante, qui prend les poissons qui sont pêchés par nos pêcheurs, qui les transforme. Ça fonctionne très bien. Ça fait un certain nombre d'années qu'ils sont là. Mais ce sont des projets comme ça qu'il faut multiplier sur le territoire. Alors, combien d'usines à mettre sur le territoire? Mais ça, il faut le faire avec l'ensemble des professionnels du secteur, de la pêche notamment, être à l'écoute, savoir ce dont ils ont besoin. On peut prendre l'exemple de la Désirade, c'est le premier port de pêche de la Guadeloupe, et ils n'ont pas d'usine de transformation. Donc il faudrait une usine de transformation qui puisse créer de l'emploi aussi à la Désirade, qu'il y ait des gens aussi qui aillent travailler aussi là-bas, et qui puissent exporter, pas seulement en Guadeloupe, on peut voir beaucoup plus loin, beaucoup plus large aussi. Arrêter d'importer, mais aussi exporter, c'est très important. Alors comment donner, vous dites créer des usines, donner du travail aux jeunes, et puis surveiller les eaux, pour vous, c'est ce qui fera en sorte qu'on aura moins de délinquance sur le territoire? Oui, permettre à notre jeunesse de trouver un emploi, ceux qui sont dans la rue, avoir moins de drogue aussi qui donne la démence. C'est important d'arrêter de donner l'accès à la drogue aussi facilement à notre jeunesse. Qui donne accès facilement aux jeunes? Mais je ne dirais pas que ce sont les autorités, mais en fait, le laxisme que nous avons sur la surveillance de notre territoire fait que la drogue est facile d'accès aujourd'hui. N'importe quel jeune peut acheter, que ce soit de la drogue douce ou dure, et même le retour du crack même en Guadeloupe, et je me suis trouvé étonné de voir ce retour en force. Ça se passe sur notre territoire. Il y a beaucoup de gens qui comme on dit dans notre jargon, qui scamment. Et donc, c'est tout ça qu'il faut juguler. Et la surveillance et permettre qu'au lieu qu'il y ait moins de contrôle routier forcément, qu'il y ait plus de forces de l'ordre qui fassent des contrôles dans certains quartiers, dans certains endroits qui sont sujets au trafic, etc. Voilà. Quels seront, nous sommes arrivés au terme de cette émission, vos prochains combats? Je crois que le prochain combat, c'est le combat de tous les jours, de faire en sorte que nos idées arrivent de plus en plus sur la Guadeloupe, qui s'impose aussi. Qu'on passe pas à deux doigts d'une élection, mais qu'on puisse les gagner. Le prochain combat aussi sont les européennes. C'est un combat que je néglige pas du tout. Le prochain combat aussi, c'est 2026. À ces élections? On verra. Je ne suis pas insensible à ça. J'ai fait l'impasse en 2019.
Mais je ne suis pas insensible, je ne dirai pas non, je ne dis pas oui, j'ai le temps de la réflexion. Mais 2026 aussi, il faut que nous soyons relativement forts pour pouvoir peser dans la balance et même avoir des maires. Il y a combien d'adhérents au Rassemblement national? Ça tourne toujours autour des 400, 500. Ça augmente avec la campagne des présidentielles, ça augmente toujours et après, il y a un petit fléchissement après la campagne, mais on essaie de les garder et on continue à faire le travail. Je pense qu'aujourd'hui, on aura beaucoup plus que les années précédentes. Les gens ont compris les valeurs portées par le Rassemblement national? Oui, les gens ont compris que les valeurs portées par le Rassemblement national, c'est celles du peuple, de faire pour le peuple. Merci Rodi Toulassi. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons vendredi avec une autre émission politique et cette fois, nous irons du côté de la commune de Sainte-Anne avec le nouveau maire Franck Baptiste. Excellente soirée à tous.